Bonjour tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau format de vidéo, qui je l'espère vous plaira. Dans cette série, ambiance un peu plus lourde que d'habitude. Ça on verra parce que je suis un peu nul à chier pour mettre des ambiances. Dans ce format, nous parlerons de secrets et de mystères entourant le cinéma. Et qui de mieux pour lancer cette série que le réalisateur le plus emblématique de Hollywood, David Lynch. David Lynch est à la base un peintre qui a décidé de s'essayer au cinéma. Et rien qu'à voir ses tableaux, on voit un peu le joueur de film du monsieur. Son premier film se nomme Eraserhead et est un film totalement surréaliste et grotesque, mettant en scène des genres de mutilations qui mettent le spectateur mal à l'aise. Uniquement diffusé dans des cinémas de minuit, des séances après 22h qui diffusent des séries B et des films d'horreur, le film se fait remarquer par Mel Brooks qui propose à Lynch la réalisation de Elephant Man. Ce film est culte et fut un succès. Lynch est également connu pour être très secret concernant les scénarios, préférant les détruire après le tournage comme il l'a fait avec Mulholland Drive en 2001. On citera également dans ses œuvres la série originale Twin Peaks, mais si vous êtes plus jeu vidéo que cinéma, vous serez plus familier avec la publicité pour la PS2 qu'il a réalisée. Welcome to the third place. PlayStation 2! The third place! C'est un réalisateur très expérimental, qui aime pousser les limites du bizarre. Il y a toujours un sentiment d'angoisse permanent dans ses films, mais c'est dans ses projets personnels qu'il est le plus libre. Et en 2002, sur son site web, il sort une série nommée Rabbit, qu'il sortira plus tard en DVD et qui est en ce moment repostée sur la chaîne YouTube de David Lynch, je crois. Cette série est sortie quelques années après la fin des années 90. Une décennie qui a vu naître une autre série qui a pratiquement réinventé un genre. La situation comedy, plus régulièrement contractée en sitcom. Des épisodes tournant autour de 20 minutes, ce qui permet de caser un max de pub entre les épisodes. Des personnages drôles et des histoires sentimentales attachantes qui donnent envie aux spectateurs de revenir. Et tout ça pour une somme ridicule puisqu'il n'y a que très peu de décors. Autant vous dire que ça a été l'invasion à la télé. Friends, How I Met Your Mother, Ma famille d'abord, Malcolm, Scrubs. Et la France n'a pas été épargnée, pour le pire, puisque dans un style différent, plus porté sur la romance, on a eu Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, et tout ce qui s'ensuit. David Lynch, voyant tout ça, décida de lancer une courte série qui peut aussi être regardée comme un moyen métrage de 40 minutes, en s'inspirant du style des sitcoms, pour les détourner et montrer quelque chose de beaucoup plus étrange et potentiellement terrifiant. Cette série ne possède que 3 personnages visibles à l'écran et un qui n'est que mentionné. Les personnages visibles sont tous des lapins. Peut-être vous avez ri en pensant qu'une sitcom qui met en scène des lapins ne pouvait être qu'adorable. Je vais vous passer un court extrait. Voilà. Sur ce, bonne nuit. On va essayer de comprendre un peu ce qu'il se passe. Comme je le disais, il y a 3 personnages, le dernier va arriver. Leurs noms sont Jack, Jane et Suzy. Les 2 personnages présents semblent être des lapines, donc Jane et Suzy. Jane est celle en train de repasser si je me fie au script du film. Je vais regarder le court-métrage en entier, les 40 minutes, et je vais vous décrire un peu ce qui se passe d'intéressant avec les timecodes. Pendant environ 1 minute 30, on voit juste Jane repasser et Suzy sur le divan. Elle a d'ailleurs l'air de nous regarder. La musique est très angoissante, et la pluie bat d'abord. Le malaise est renforcé par le fait qu'il y ait strictement aucune conversation entre les personnages. Rien qui ne montre qu'il y ait de la vie chez eux. Ce silence est brisé à 2 minutes 38 quand Jack arrive sous des applaudissements.
Il n'a pas l'air d'y réagir, ce qui montre un manque d'émotion chez lui aussi. C'est alors qu'une conversation ultra étrange commence. I am going to find out one day. When will you tell it? Were there any calls? What time is it? I have a secret. There have been no calls today. C'est une conversation qui n'a aucun sens et qui semble ultra décousue, mais durant laquelle il y a des rires enregistrés comme si c'était supposé être drôle. De plus, on note des phrases très mystérieuses comme « j'ai un secret » qui renforcent l'ambiance malsaine. 4 minutes 30, Jane arrête de repasser et des applaudissements commencent, comme si elle venait d'entrer dans la scène. A coincidence. Elle commence à rire à une phrase encore une fois pas drôle du tout, et si on couple ça avec les rires enregistrés, on pourrait se dire que les gens pour qui cette série a été faite ont un sens de l'humour très tordu. Après ça, Jack s'en va, puis revient. « 7 minutes 34, les conversations ont toujours pas de sens, mais Jack nous parle d'un homme en habit vert. It was a man in a green suit. C'est lui, l'autre personnage uniquement mentionné. Ensuite, Jane va chercher quelque chose sans qu'on sache ce que c'est. 8 minutes 36, il se passe quelque chose d'à peu près sensé pour une fois, mais qui reste dérangeant. Were you blonde? Susie? Jane est partie et donc il demande où elle était passée. Ça devrait être plutôt rassurant. Mais je sais pas si c'est l'accumulation de regarder ça depuis 8 minutes, ou même ce mouvement de tête un peu bizarre. Mais ce passage m'a vraiment mis mal. Mais pas aussi mal que ce qui va suivre. When it happens, you will know it. Studien Waterloo Belvedere Balthazar Alpha Down Distance Bueno, Kwame Somachibirai. Sur ce se conclut l'épisode 1. Passons à l'épisode 2 maintenant. L'épisode commence sur l'appartement complètement vide. Jusqu'à ce que Suzy entre dans la pièce. Elle commence à chanter. Siren. Dark, smiling teeth. Pendant ce temps, à l'arrière-plan, le mur semble brûler. On est donc à 14 minutes sur 40 et Suzy disparaît. Suite à ça, on retrouve tout le monde dans l'appartement.
Bon, ça continue à être du charabia incompréhensible, sauf qu'on remarque une phrase. Celle-là. There was a call for you earlier in the day. Cela semble faire écho au fait que dans le premier épisode, il demandait s'il y avait eu des appels. Ce qui voudrait dire que les phrases, que les dialogues pourraient avoir un sens, mais qui sont juste pas dans le bon ordre. Retenez ça, c'est important pour la suite. 18 minutes 26, pour la première fois, tout le monde se retrouve dans le canapé pour se faire un câlin. On dirait qu'ils tentent tous de rassurer Jane, et c'est sur ça que se termine l'épisode 2. L'épisode 3 maintenant. L'épisode 3 commence également par un interlude musical, cette fois par Jack. Mais le texte est cette fois-ci différent, parlons notamment d'un chien. Même si globalement ça n'a pas de sens, et surtout le texte est plus récité que chanté malgré quelques fredonnements. Distant siren. An old, warm rock. A dog crawls. Le début de l'épisode 3 est très semblable au début de l'épisode 1, sauf que cette fois, Jane et Suzy parlent entre elles. When did you say that? It was the voice of a man. Where is it that you think I went? 26 minutes 45, Jack arrive avec ses habituels applaudissements, mais à 27 minutes 52, le téléphone sonne. Il y a même un insert pour nous montrer le téléphone. C'est littéralement la seule fois où l'angle de caméra change de tout le métrage. Jack décroche, sans dire un mot à son interlocuteur, avant de raccrocher et de se rasseoir dans le canapé. On passe maintenant au dernier épisode. C'est au tour de Jane de chanter. Ça n'a toujours aucun sens et c'est toujours aussi effrayant. Après cela, on retrouve les personnages dans la même position que celle qu'ils avaient dans l'épisode précédent, pouvant nous indiquer qu'ils n'auraient pas bougé depuis. Les dialogues sont de plus en plus mystérieux, il y a un vrai plongeon dans l'angoisse. 37 minutes 30, Jane part sans raison dans l'autre pièce. Jack aussi s'en va, laissant Suzy seule, jusqu'à ce qu'il revienne encore une fois. Ça arrive très souvent à Jack de partir et revenir sans raison, sous les mêmes applaudissements auxquels il ne réagit toujours pas. Et après, ça se reproduit. Bagay, studien, waterblow, Belvedor. Balthazar, Alpha, Abdahar, Instance. Le fait que la pièce devienne entièrement rouge, qui est déjà une couleur violente qui inspire la mort, mais qui est aussi en colorimétrie l'inverse du vert, qui est la couleur normale de la pièce, je rappelle. Tout ça crée vraiment un sentiment de malaise. Si on ajoute ça au manque de réaction totale des autres face au comportement légèrement creepy de Jane, tout ça contribue à la glauquerie, surtout que cette fois, contrairement à tout à l'heure, un visage apparaît. 40 minutes 36, tout le monde est réuni dans le salon après le cauchemar, quand soudain,
Et après ça, tout le monde se serre dans le canapé, comme pour se rassurer et se réunir. It was the man in the green coat. I wonder who I will be. Et c'est là-dessus que les 40 minutes se terminent. Désolé, le résumé était un peu long et un peu chiant, surtout si vous connaissiez déjà le film, alors j'espère que ça a été quand même. Vous vous êtes sûrement posé la question, bordel de merde, mais c'est quoi ça? Mais ne vous inquiétez pas, d'autres personnes se sont posé la même question que vous. Dès qu'on est confronté à une étrangeté comme celle-ci, on cherche des réponses. Et qu'est-ce qu'on fait quand on cherche des réponses? On élabore des théories. Alors, on va pas se mytho. La plupart du temps, les théories sur les films, c'est rigolo à imaginer, ça fait péter le cerveau quand on te les explique. Mais la plupart du temps, soit elles tiennent pas debout, soit c'est juste pour voir des trucs glauques dans des machins enfantins pour faire « Ouais, on est trop dark, t'as vu ?» Ou bien elles servent carrément à rien. Mais cette fois, c'est pas la même chose quand même, je veux dire. T'es mal film, donc je vais vous présenter quelques-unes de mes théories préférées sur Rabbit. Cette théorie nous vient de Reddit. Elle fut partagée par l'utilisateur SodaSpeakart, lien du post original dans la description comme toutes les sources utilisées pour cette vidéo. Selon cette théorie, tout ce qui se passe dans le métrage est l'image de ce que des lapins enfermés dans une cage s'imaginent être la vie des humains. J'explique. Déjà, un indice se trouverait dans la façon dont la série est filmée. Un plan fixe, comme si l'extérieur n'importait pas ou peu. Même quand on nous montre des traces d'une action extérieure, comme à la fin, ça reste dans ce même cadre. Toujours du même point de vue. Comme si cela sortait de l'imagination de quelqu'un resté au même exact endroit toute sa vie. Comme un lapin dans une cage. Le rongeur, quand il est enfermé, ne voit que le peu de choses en dehors de sa cage. Il est condamné à observer le même décor. Peut-être ne sait-il même pas qu'autre chose existe. C'est pour cela que les personnages ne restent jamais longtemps à l'extérieur. Ensuite, la forme des personnages. Quiconque vit dans notre univers sait que les lapins, c'est mignon, que ça ressemble à ça et pas à ça. C'est parce que les personnages ne sont pas des lapins, mais bien des humains. Un lapin, c'est petit, et si sa cage est à hauteur de sol, il ne peut pas voir les humains au complet. Il ne peut pas voir leur tête. Il s'imagine donc que les humains possèdent une tête semblable à la sienne. Et enfin, ça explique les conversations totalement décousues, car l'animal comprend des mots, des patterns de langage, ou des phrases que ses propriétaires disent souvent, comme par exemple « quelle heure est-il ?», sans trop les comprendre. Donc le lapin met ça dans n'importe quel ordre. Cette théorie est cool, mais elle a quelques problèmes. En fait, elle a un problème, c'est qu'elle n'explique pas tout. Genre, les moments là où tout devient rouge subitement, avec la tête de Shaitan, là, moi j'en fais des cauchemars et c'est pas expliqué par la théorie. Et la fin avec l'homme au manteau vert, et les rires enregistrés, c'est pas expliqué par la théorie. Donc, cette théorie n'explique pas tout. Passons à la suivante. Que font les personnages dans cette série? Non mais, je veux dire, vraiment, que font les personnages dans cette série? La seule avec une activité à peu près claire, c'est Jane qui repasse. Et encore, selon cette théorie, les personnages seraient en train d'en attendre un quatrième. Mais qui donc, me diriez-vous? Eh bien en fait, les trois lapins formeraient une famille attendant le retour du père. Jane est la mère, Suzy la fille et Jack le fils. Si le dialogue ne semble faire aucun sens, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas dans le bon ordre et parfois carrément pas prononcés par les bons persos. En mettant les dialogues ensemble, on aurait une histoire ressemblant à peu près à ceci. La famille commence à s'inquiéter de l'absence du père, ayant semble-t-il disparu depuis un moment déjà. Si l'heure est fréquemment demandée, c'est pour signifier le retard du père. En réalité, ce dernier serait mort dans un accident de la route lié à la pluie. Jack le fils serait le premier à l'avoir deviné. C'est pour cela qu'il sort régulièrement. Il veut vérifier si quelqu'un sait quelque chose. Il aurait confié ses soupçons à sa sœur Suzy. Mais leur mère se serait lentement enfoncée dans le déni, mais également dans la folie. Alors que les enfants attendent désormais un appel de la police pour confirmer la mort du père,
la mère serait sujette à des crises passagères, symbolisées par ces moments d'horreur. Mais la mère est confrontée à la dure réalité lorsqu'un policier arrive finalement pour leur annoncer la mort du père. Un policier avec un manteau vert. Je me sens bien, je me sens bien. Cette théorie, en plus d'être oméga plus déprimante, explique déjà un peu plus de choses. Les départs fréquents de Jack, la folie de la mère, même la pluie qu'il y a dehors est expliquée. Mais malgré la qualité de cette hypothèse, il manque deux choses. Pourquoi des lapins? Et pourquoi des rires enregistrés? Et si vous trouviez déjà cette théorie déprimante, dites-vous qu'au moins dans celle-là, il n'y a qu'une seule personne qui meurt. Cette foutue théorie du purgatoire. Peu importe de quelle œuvre on parle, il y aura toujours un mec pour nous dire « Eh ben, clairement ils sont tous morts !» Zelda Majora's Mask se passe au purgatoire, Pokémon se passe au purgatoire, South Park se passe au purgatoire. Mais là, vu la gueule du truc, c'est legit de penser que ça se passe en enfer. En fait, utiliser le mot enfer pour désigner le purgatoire est un abus de langage. Le purgatoire, pour les chrétiens catholiques... Merde, je vais parler de religion. Le purgatoire, pour les chrétiens catholiques, est un lieu où l'âme des défunts est purifiée avant d'accéder au paradis. En gros, si t'es ni assez gentil pour aller au paradis, ni assez méchant pour aller en enfer, tu vas là pendant que Dieu lave ton âme pour aller au paradis. Mais quel est le rapport avec Rabbit, me diriez-vous? Eh bien, il est simple. Selon cette théorie, les lapins seraient morts et attendraient le jugement de Dieu. Les personnages seraient vraiment des lapins pour le coup, et ils se seraient fait tuer par un chasseur. Pour cela, plusieurs indices. Tout d'abord, le fait que les lapins ont un corps d'humain montrerait le processus de réincarnation. Les lapins sont sur le point de se réincarner en humain. I wonder who I will be. L'idée qu'ils seraient morts à cause de la chasse est avancée par les paroles des instants musicaux. Je vous passe quelques extraits évoquant la chasse. Oh. The dog crawls. Lights blow out. The dog crawls. The socket drips. Barbed wire. Sharp. De plus, on peut penser à l'homme en manteau vert. On imagine aisément un chasseur habillé de la sorte. En plus, cette théorie explique enfin les rires enregistrés. Parce que le purgatoire, tel que je vous l'ai décrit, on pourrait penser à un genre d'endroit neutre, une salle d'attente. Mais pas du tout! Selon la religion catholique, la purification se ferait dans la souffrance et les flammes. Les âmes y seraient tourmentées pour laver leurs péchés. Dans Le Petit Journal de Sainte Faustine, elle décrit une vision du purgatoire montrée par Jésus en ces mots. Je me trouvais dans un endroit enfumé, rempli de flammes, où se trouvait une multitude d'âmes souffrantes qui prient avec ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Nous sortions de cette prison de douleur, quand Dieu a dit « Ma miséricorde ne veut pas cela, mais la justice l'exige. » Les rires enregistrés seraient en réalité des démons jubilant devant la souffrance des personnages. Les personnes ne se rendent pas de suite compte de ce qu'il se passe. La question « Quelle heure est-il » est d'ailleurs absurde car le temps ne s'écoule pas dans le purgatoire. Ça correspond également à la première fois que l'on entend les rires. Comme si les démons se moquaient d'eux comme « Ah ah, stupide lapin, ils ne comprennent pas que le temps n'existe pas ici. » Mais il y a plus. Ces scènes où tout devient rouge. L'explication serait simple. Satan! Et oui, ces instants de cauchemar seraient en réalité Satan, tentant de convaincre nos personnages de se laisser aller à l'enfer. Et le visage ici serait carrément lui. Et la fin, avec le hurlement et la lumière, serait une nouvelle âme entrant au purgatoire. Peut-être l'âme du chasseur qui les a tués. Et bah voilà! Enfin une théorie qui explique tout. On a enfin réussi à comprendre cette sitcom avec des lapins qui disent des trucs au pif. Mais à quoi bon se la jouer chercheur de théorie? Si ça se trouve, y a juste rien à comprendre. In the future,
entertainment will be randomly generated. Ou, dans le futur, l'humour sera généré aléatoirement en français. Cette phrase venue d'un cartoon est devenue un mème. On l'utilise souvent pour montrer à quel point notre sens de l'humour est devenu pété. L'humour a toujours évolué et semble devenir de plus en plus absurde. Cette fascination pour l'absurde a toujours été présente dans l'humour, puisqu'il repose en grande partie sur l'inattendu. Je vais utiliser un exemple simple, genre... je sais pas moi, si je vous montre ça par exemple. Peut-être que certains d'entre vous ont ri, d'autres pas. L'aléatoire peut provoquer beaucoup d'effets très différents sur le spectateur, et les artistes ont compris cela très tôt. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, de nombreux artistes souhaitent donner un côté plus libre à l'art, en déliant la raison et l'esprit créatif via plusieurs mouvements, comme le mouvement Dada ou le surréalisme, dont se revendique Lynch. Et ça, eh ben c'est cool. Car bien sûr, cette utilisation de l'absurde n'est pas seulement utilisée en comédie, mais aussi pour transmettre d'autres émotions, comme la peur par exemple. L'exemple le plus marquant est sûrement le phénomène de la curse image, un genre d'image très populaire sur internet montrant des situations ou endroits improbables. On remarque principalement deux types de réactions face à ces images. Du malaise, de la peur, ou tout simplement l'envie de rire. Ça dépend juste des personnes. On retrouve bien sûr ça dans le domaine de la vidéo, avec par exemple la vidéo Possibly in Michigan, ou le trend Are You Coming for the Trees sur TikTok. Moi perso, Are You Coming for the Trees, ça me fait beaucoup rire. La frontière entre l'humour et la peur a toujours été mince. C'est pour ça qu'un truc qui veut faire peur mais mal foutu peut devenir hilarant, et quelque chose qui tente d'être drôle sans l'être devient malaisant. C'est sûrement grâce à ce lien qui unit ces deux styles que le film d'horreur est le genre le plus parodié en film humoristique. Et là j'en reviens à Rabbit. Et si Lynch a juste voulu inverser les codes, et que, au lieu de parodier un film d'horreur en film humoristique, il a décidé de démonter les ficelles de l'humour grâce à l'horreur. Et pour cela, quoi de mieux que d'utiliser le genre humoristique le plus en vogue à l'époque, la sitcom. En ajoutant l'absurdité propre de genre, David Lynch a créé un chef-d'œuvre d'ambiance, montrant avec brio qu'on peut déconstruire un genre sans même raconter d'histoire. Et bien cette vidéo est finie, elle a demandé plus de recherches à faire que d'habitude, mais j'ai adoré la faire, alors je referai sûrement d'autres vidéos sur des énigmes cinématographiques un peu dans le même genre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Bientôt sur la chaîne la rediffusion de l'épisode spécial Noël qui s'est fait striker par YouTube. Et bien sûr le prochain post-critique dans lequel on parlera extraterrestre. Putain, pourquoi je m'inflige ça ?